J'ai entendu un jour à la radio une interview absolument intéressante d'un luthier dont le nom, si je me souviens bien, c'était Cormier. Enfin, je suis pas sûr. C'était un Gaspésien qui avait étudié la lutherie en Europe avant de s'établir à Montréal. Il connaissait bien son métier, visiblement, en l'entendant. Il choisissait lui-même dans la forêt les sapins et les érables, qu'il faisait abattre lui-même, débiter et sécher, suivant les règles de l'art. Puis il y avait apparemment une clientèle internationale de choix. Mais l'une des particularités de ces violons, c'était leur sonorité triste. Il avait beau chercher d'où ça venait, cette singularité. Après tout, il utilisait les mêmes outils traditionnels de la lutherie que les autres, les mêmes vernis, les mêmes colles, les mêmes essences de bois. Mais il n'y a rien dans sa pratique qui pouvait expliquer le phénomène. En plus, lui, il cherchait à corriger ça. En vain, semble-t-il. Il aurait voulu être capable de produire des violons plus gais. Un jour, il confie son embarras à un violoniste célèbre qui était venu lui commander un instrument. « Mais non, j'espère que tu vas pas réussir, » lui répond le musicien. « On vient de partout au monde, justement, pour te commander ces violons tristes. C'est de ces instruments-là qu'on a besoin pour jouer la musique, certaines musiques. C'est le travail de tes mains, pas le travail de tes outils qui produit ce résultat-là. C'est comme inscrit dans le plus profond de tes gestes. Rends-toi compte, c'est un trésor fabuleux. Accepte-le, puis surtout, va pas le gaspiller. » Le peintre Fernand Leduc nous racontait un jour à Ulysse Comtois et moi qu'il avait acheté un petit château en France et Fernand avait appris par la rumeur publique que le château cachait un trésor. Alors, au cours des années qui ont suivi, juste pour le plaisir de la chose, il trouvait des papiers qui lui disaient « Bon, il y a peut-être quelque chose ici, peut-être quelque chose là. » Puis à temps perdu, Fernand cherchait le trésor en se fiant aux indices. Bien sûr, il ne l'a jamais trouvé. Alors, il nous racontait ça à une pause à l'université à Laval où on enseignait tous les trois. Il nous racontait ces histoires de creusage un peu partout sur la propriété. Et Ulysse et moi, on imaginait un peu Fernand sur sa pelouse avec plein de trous et des petites tas de terre à côté. Un peu comme dans un dessin animé de Bugs Bunny, quoi. Ça nous a fait bien rire. Fernand retourne à ses cours, puis il nous laisse Ulysse et moi au casse-croûte. Alors, Ulysse se retourne vers moi et il me dit « Sacré Fernand, je sais pas quand est-ce qu'il va s'apercevoir que son trésor, il l'a déjà trouvé. Il a juste à peindre un autre tableau pour nous le montrer. » Dans la préface d'un de ses livres, Stephen King décrit comment ça lui vient, ces histoires. Il raconte par exemple une belle journée d'été, au bord d'un étang, un brin d'herbe entre les dents, les yeux mi-clos, rêvasses. Et pour la plupart d'entre nous, le ciel bleu sans nuages, le vent doux, l'odeur du marais, le vol des libellules, le saut d'une petite grenouille, ça suffirait à nous transporter dans un état de béatitude paresseuse. Ça nous mettrait en contemplation. Mais voilà, pas pour lui. Lui, il se met plutôt à penser à ce qu'il y a au fond de l'étang. Une bête immonde. Ou peut-être l'entrée d'un tunnel qui mène à une caverne peuplée de créatures effrayantes et gluantes. Et peut-être aussi que, des années auparavant, à la tombée de la nuit, un petit garçon s'est aventuré seul, trop près, attiré par un bruit étrange. J'y peux rien, dit Stephen King. Ce sont ces pensées-là qui me viennent, pas d'autres. C'est peut-être malheureux, j'en sais rien, mais c'est comme ça, et ça fait longtemps que j'ai arrêté de les combattre. D'autant plus que ces idées me rapportent de l'argent, beaucoup d'argent. Stephen King continue en racontant qu'un de ses amis professeurs d'université, un homme assez sérieux, a l'habitude de collectionner des photos de pierres tombales quand il voyage un peu partout autour de la planète pour donner ses conférences. En fait, c'est une véritable passion. Peu de gens les ont vues, mais ces photos-là, d'après Stephen King, sont extrêmement intéressantes et de grande qualité.
Certaines sont extrêmement comiques, d'autres sont d'un tragique intégral. À plusieurs reprises, King a fait remarquer à son ami que sa collection, c'est un trésor fabuleux et qui le rendrait extrêmement riche et célèbre s'il la publiait. Mais au grand regret de Stephen King, son ami considère cette collection-là comme un simple passe-temps. Jusqu'à l'an passé, j'habitais de biais avec une pharmacie Jean Coutu et ça arrivait souvent que j'aille flâner, on ne sait jamais, on peut trouver de tout, même un ami. Et en me rendant, je voyais toujours une petite Honda Civic dans le stationnement. Il n'y a rien là d'étonnant, vous allez me dire. Il faut vous dire que cette petite Honda usagée était particulière parce qu'elle changeait d'apparence à tous les mois. Mais j'étais sûr que c'était la même Honda parce qu'elle était toujours stationnée au même endroit, puis de la même façon, et les changements étaient progressifs de mois en mois. Le propriétaire du petit modèle, je l'ai jamais rencontré, mais je l'ai imaginé jeune, il a commencé par faire teinter les vitres d'un jaune criard. Après, il a changé les roues du véhicule. Il a été obligé de remodeler les ailes pour compenser la largeur exceptionnelle de l'empattement. Ensuite, il a fait repeindre l'auto d'une espèce de vert grenouille avec des flammes jaunes et rouges qui semblaient s'échapper du capot. Après, il a installé un aileron arrière, plus décoratif qu'autre chose. Les miroirs de chaque côté ont été remplacés par d'autres surdimensionnés. Le mois suivant, le volant en plastique a été remplacé par un volant en bois de rose. Puis après ça, c'est le tableau de bord qui a été transformé comme une espèce de poste de contrôle de l'air spatial. Puis le siège du conducteur est devenu une espèce de fauteuil inspiré directement des pages du dernier Bilal. Après ça, le propriétaire a fait jacker, comme on dit, le derrière du véhicule. Ça a permis de faire admirer les 4 tubes chromés qui remplaçaient le pot d'échappement. Et touche finale, le gars a installé un néon mauve en dessous du véhicule et autour de la plaque d'immatriculation. Est-ce qu'il avait pensé aussi changer le moteur? Jamais su. Mais c'est la transformation cosmétique du petit modèle qui m'apparaissait absolument stupéfiante. Il y a un mot qui m'est venu à l'esprit, Cher. Pas l'adjectif, la chanteuse. La chanteuse Cher, qui elle non plus n'a pas une seule partie de son corps qui n'a pas été retransformée progressivement par son propriétaire. Bien sûr, la petite Honda Civic, installée comme ça maintenant, elle avait atteint le prix d'une Honda Accord, sinon celui d'une Cadillac. Au même prix, le propriétaire aurait pu s'acheter une vraie voiture de luxe. Mais, en fait, la petite Honda Civic était devenue son bien le plus cher, dans tous les sens du mot, un véritable trésor fait par lui-même. J'ose pas imaginer combien ça lui a coûté. J'ose pas imaginer non plus combien Cher a dépensé pour se faire remonter et remodeler un peu partout. Elle a converti son propre corps en une œuvre d'art. Elle s'est reconstruite elle-même, du moins en surface, et il a fallu payer le prix. Elle a souffert pour devenir son propre trésor. De quoi être fière. Cher est magnifique, il faut l'avouer, bonne comédienne et chanteuse. Elle fait pas son âge, comme on dit. Vous connaissez sûrement l'histoire du gars qui cherchait ses clés sous le réverbère. Au moins ici, il y a de la lumière. Dans un sens, il n'y avait pas tout à fait tort. Il faut chercher là où on a des chances de trouver. Et moi, j'avais l'habitude de dire à mes étudiants quand j'enseignais, pourquoi vous creusez à droite et à gauche alors que le trésor est en vous? En écriture, on peut lire les revues littéraires et faire comme les grands, en maudissant les majuscules, puis en remplaçant les virgules par des espaces, ou en pervertissant ceci, ou en transgressant cela. Mais où est le plaisir de trouver le trésor d'un autre? Certains chanceux, comme Léonard de Vinci ou Albert Einstein, ont trouvé un trésor immense en eux-mêmes. Grand bien leur face. Mais moi aussi, je suis convaincu d'avoir un trésor en moi. Et je le dis d'autant plus modestement que je crois que c'est le cas de bien des gens sur la planète, bien que nous tous, on est tous visiblement moins chanceux que Léonard et Albert. Le problème, c'est que je ne l'ai pas encore trouvé, ce trésor-là. Je le cherche. Et je suis prêt à prendre le risque de chercher encore pas mal longtemps, quitte à trouver, en fin de compte, qu'un colossal rien du tout. Mais au moins ce rien du tout, ça va être le mien.